Merci beaucoup. Alors moi, je vais être à un autre niveau. Je vais parler de système d'information sanitaire suisse et outils numériques en santé publique. Merci beaucoup de l'invitation du Centre de durabilité. Donc en santé publique, notamment dans le contexte suisse, on utilise des données, on a besoin d'utiliser des données pour le bien de la santé de la population, mais on les utilise actuellement mal. Donc il y a des données, il y en a beaucoup qui sont utilisées de façon insuffisamment efficiente. J'aime bien présenter cette pyramide qui vous montre les relations entre les données qui sont produites en quantité, l'information qu'on peut en tirer, la connaissance qu'on peut en extraire et la sagesse au sens large qu'on peut en retirer. Qu'est-ce que ça peut signifier dans un domaine comme la santé publique? Si on regarde par exemple les enfants à petit poids de naissance, eh bien on a des données sur le poids de naissance des enfants. On peut enrichir ces données en ajoutant un contexte sur la mère, son âge, son niveau d'éducation, sa résidence. Et on peut ensuite essayer de faire des comparaisons pour essayer de comprendre mais pourquoi l'incidence des petits poids de naissance est-elle plus élevée dans une région que dans une autre ou dans une catégorie de la population que dans une autre et finalement décider d'actions, d'intervention de santé publique sur cette base-là. Donc c'est à ce niveau-là que se situerait la sagesse, quelle intervention de santé publique on est capable de mettre en place au vu des constats qu'on a pu faire sur la base des données collectées. Là, on est dans un niveau de données très faible, comparativement à ce qui était le poids de naissance mesuré sur un certificat, rentré dans un certificat de naissance. Donc, c'est peu de données par rapport aux masses qui sont consommées et produites actuellement dans le cadre de nos activités au quotidien. En santé publique, on a deux grandes catégories d'activités. On peut faire de la recherche de santé publique ou ce qu'on appelle de la surveillance, la pratique de santé publique. Il y a un overlap entre les deux. Dans les deux types d'activités, on doit s'appuyer sur des données qui vont permettre de produire de l'information et des connaissances, nouvelles connaissances dans le cadre de la recherche, ou alors des connaissances utiles à l'action et à la décision publique. Et quand on parle d'un système d'information sanitaire, c'est un ensemble de composantes et de procédures qui sont organisées de manière à produire des informations permettant d'améliorer les décisions de gestion de la santé à tous les niveaux du système de santé, pas uniquement le système de soins, mais le système de santé au niveau plus général. Mais ce n'est pas seulement technique, c'est aussi organisationnel, c'est aussi comportemental. Donc, il y a un point important, ce sont les utilisateurs et leurs compétences, leur littératie numérique. Et habituellement, on classe le système d'information sanitaire en 4 catégories. Il y a tout ce qui concerne le financement du système de santé, tout ce qui est la description des activités du système, la structure du système, combien on a d'hôpitaux, combien on a de cabinets, combien on a d'EMS, et puis l'état de santé de la population et ses déterminants. L'Office fédéral de la statistique en Suisse est en charge des statistiques dans tous les domaines, mais y compris le domaine de la santé. Et la structure des statistiques sanitaires est la suivante. On a les informations sur les déterminants de la santé. Ils peuvent être au niveau individuel, moléculaire, génétique, l'âge, le sexe, mais ils peuvent être aussi plus globaux. L'environnement, le changement climatique sont des déterminants de la santé. L'industrie du pétrole, l'industrie du tabac, l'industrie minière sont des déterminants de la santé au niveau mondial, de plus en plus reconnus, qu'on dénomme actuellement les déterminants commerciaux de la santé. Le statut, donc des indicateurs du statut de la santé de la population, pas juste les maladies, la mortalité, mais aussi le bien-être, la santé mentale, les inégalités sociales. On peut produire des indicateurs de l'utilisation des services de santé et aussi des indicateurs de description du système de santé et puis son financement. Et finalement, il y a tout le domaine de la prévention, de la promotion de la santé pour laquelle on a des indicateurs qui vont hors du système de soins. Et puis les conditions, cadres dans lesquels on évolue, le cadre réglementaire, les lois, la situation économique, culturelle, politique d'une région ou d'un pays, en l'occurrence de la Suisse. Ça, c'est la statistique la plus vieille dont on dispose en Suisse actuellement. Ce sont les causes de décès, les statistiques de mortalité qui ont été débutées en 1876. À l'époque, c'était sur du papier. Donc les calculs prenaient beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on peut le faire avec ChatGPT maintenant. Et donc, c'est encore la même méthode actuellement. Chaque fois qu'un décès est constaté,
par un médecin, ben, celui-ci doit remplir un certificat de décès sur lequel la cause du décès va être mentionnée. Donc une telle figure vous donne énormément d'informations sur l'évolution de l'état sanitaire d'une population, en l'occurrence celle de la Suisse, sur une longue durée. Je ne vais pas m'étendre sur l'interprétation de ce graphique, je pourrais parler pendant 1 heure sur les informations qui sont fournies par ce seul graphique. Mais sur la base des informations très simples, la date de naissance, la date de décès et le statut de résidence d'une personne, on peut produire ce genre de figure où, par exemple, on fait une comparaison entre le taux de mortalité infantile, donc les décès durant la première année de vie, sur 1000 enfants nés vivants, et l'espérance de vie à la naissance. Donc on peut produire des graphiques qui nous montrent que de 1876 à aujourd'hui, l'espérance de vie a fortement augmenté, elle a doublé, et la mortalité infantile, heureusement, a vraiment drastiquement diminué bien avant que notre système de soins soit efficace. Donc la grosse majorité des gains en termes d'espérance de vie et de baisse de la mortalité infantile sont attribuables à une amélioration des conditions d'hygiène, des conditions socio-sanitaires, des conditions de logement notamment. Et au niveau de la mortalité maternelle et au moment de la naissance, là, le système de soins et notamment le suivi de la grossesse et la médicalisation des naissances jouent un rôle important. Mais là, beaucoup d'informations avec peu de données. La gestion nationale des données en Suisse est organisée comme suit. Donc, l'Office fédéral de la statistique dispose d'une base légale, la loi sur la statistique, qui figure dans la Constitution suisse, qui la légitime de faire des chaînages, notamment avec l'utilisation du numéro AVS, qui est un identifiant unique très utile dans le cadre des données. Mais ça veut dire pas juste des données sur la santé, mais y compris les données sur la santé. Il y a différents offices fédéraux qui interagissent étroitement avec l'Office fédéral de la statistique, notamment l'Office fédéral de la santé publique, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, et d'autres encore. Ça, c'est le niveau fédéral. Ensuite, nous avons les niveaux cantonaux. Le système de santé en Suisse, les 26 systèmes de santé de la Suisse sont organisés de façon très indépendante les uns des autres. Et il y a beaucoup de responsabilités qui est au niveau des cantons. Donc, il y a beaucoup de données qui sont produites au niveau des cantons et chaque canton dispose de son office de la statistique propre. Dans le canton de Vaud, c'est Statistique. Puis, il y a des données qui sont produites au niveau des entreprises. Quand on s'intéresse à la santé, les hôpitaux, les cliniques publiques, privées, les EMS, les centres de santé, les cabinets médicaux, les cabinets d'autres professionnels de santé, et finalement le domaine de la recherche. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de parties prenantes qui vont produire des données dans le domaine de la santé. C'est une figure sur l'organisation du système de santé en Suisse. Donc 8 millions d'habitants, 26 cantons, un niveau fédéral, un niveau cantonal, un niveau communal. À tous les niveaux, des données pertinentes pour la santé sont produites. Vous avez les assureurs, vous avez les hôpitaux, les cliniques, les EMS, les CMS, les cabinets médicaux, les autres professionnels de santé, les soins à domicile. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup d'institutions, de professionnels de santé qui produisent des données dans un cadre réglementaire extrêmement fragmentaire et décentralisé. Je pense qu'on peut aisément s'imaginer que c'est assez complexe et pas très efficace. Ça, c'est une figure, c'est un rapport dont j'ai pris connaissance récemment, que je trouve très intéressant, publié en 2020, qui s'intitule « Données médicales et dossiers patients comme actifs informationnels, la gouvernance de l'information dans les hôpitaux universitaires suisses ». C'est très intéressant, je ne vais pas détailler toute la figure, mais ça vous montre le défi d'un hôpital universitaire pour gérer les données qui y sont produites. Donc, il y a des défis en termes de sécurité des données, en termes de gestion des connaissances, gestion des processus, de la qualité, des risques, protection de la vie privée, production des statistiques sanitaires qui sont fixées sur le cadre réglementaire. Donc, chaque hôpital doit transmettre des données au niveau fédéral, au niveau cantonal. Et ces données sont rentrées dans un système à un moment donné. Elles vont être utilisées pour plusieurs types d'usages, pour la qualité, le risque, les statistiques. Mais c'est très complexe déjà au niveau d'une seule institution. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand on met ensemble toutes les institutions qui sont impliquées dans le système de santé. Une initiative qui s'est déroulée ces dernières années, SPHN, Swiss Personalized Health Network,
est sous l'égide du secrétariat d'État à la formation, recherche et innovation, qui a mis à disposition 56 millions des hôpitaux universitaires suisses pour améliorer la gestion des informations qui y sont produites, dans un contexte de médecine de précision. À savoir, si on prend l'oncologie personnalisée, pour chaque cas de cancer nouvellement diagnostiqué, il y a une quantité énorme de données qui sont produites avec des thérapeutiques, des traitements de plus en plus personnalisés. On séquence le génome tumoral, on produit différentes données de métaboliques, de transcriptomiques, de données cellulaires. Et donc, on doit gérer ces données, on doit pouvoir les échanger entre hôpitaux. Et pour ça, il faut se mettre d'accord sur des standards d'interopérabilité, sur la gouvernance des données, sur la sécurité des données. Et il faut mettre en place une infrastructure qui permette ces échanges. Donc, c'était le but de cette initiative qui a été, je pense, très utile pour faire avancer notre système pour une utilisation plus efficace de ces données qui sont produites à l'heure actuelle. D'un point de vue de santé publique, l'idéal serait d'être en capacité de reconstituer la trajectoire de santé d'un individu donné, à savoir toutes les données pertinentes pour la santé d'un individu collectées dans un même endroit, de la conception, avant même la naissance, de la conception au décès. Si je prends l'exemple de l'alimentation, on a parlé tout à l'heure de l'impact environnemental, l'alimentation est un déterminant majeur de l'état de santé de tous les individus dans la population. Nous sommes absolument incapables de retracer l'exposition alimentaire d'une personne à l'heure actuelle en Suisse. Or, c'est un déterminant majeur de son état de santé. Donc, on aurait besoin de disposer d'un outil qui nous permette de collecter ces informations pour pouvoir les utiliser à chaque période de la vie, dans des usages visant à favoriser notamment la promotion de la santé, la prévention des maladies, mais aussi la prise en charge des maladies, le traitement des maladies. Donc ça, c'est une perspective de santé publique. Je pourrais vous dire la même chose pour l'activité physique. On n'est pas en capacité de générer des trajectoires d'activité physique des individus dans la population, et c'est un déterminant majeur de l'état de santé de l'ensemble des individus dans la population. La pandémie Covid-19 nous a montré très clairement que la Suisse ne gérait pas ses données de santé de façon efficiente. Ça a généré un rapport publié en 2022 qui a suscité des réflexions et qui a permis de mettre en place différentes initiatives dans le but d'améliorer notre capacité à gérer des données qui sont produites. Donc on ne parle pas de générer de nouvelles données, mais on parle de gérer plus efficacement des données qui existent, mais dans des silos non interconnectés. Quelques échecs en Suisse dans le domaine des données numériques en santé. Logiciel national d'enregistrement du cancer, initiative de l'OFSP et de l'Office fédéral des technologies de l'information. Il a dû être abandonné après 11 millions d'investissements. MC6, programme utilisé dans le cadre des programmes de dépistage du cancer en Suisse par Swiss Cancer Screening. C'est un programme qui ne répond pas du tout aux besoins des utilisateurs, très peu efficace. Ça ne nous permet pas de faire notre travail correctement. Mesvaccins.ch qui a dû être interrompu parce que pour des problèmes de sécurité. Il est pour nous, en termes de spécialistes de santé publique, très difficile d'accéder aux données des assurances maladie qui sont pourtant très précieuses dans un but de compréhension des trajectoires de santé, notamment au niveau ambulatoire. Finalement, dossier électronique du patient, je vais en parler un peu plus. Donc le DEP, le fameux DEP, qui est un outil individuel qui vise à permettre justement de collecter pour chaque personne des données pertinentes pour sa santé et de mettre en réseau les différents professionnels de la santé. Le centre de compétences suisse IL Suisse est responsable d'édicter des standards d'interopérabilité qui sont imposés aux entreprises qui fournissent des outils qui permettent d'utiliser ce dossier électronique du patient. Et il y a une loi fédérale qui régit ce dossier électronique du patient, c'est la LDEP qui est entrée en vigueur en 2017. Il y a tout un cadre réglementaire qui est en place pour cela, pas complètement idéal, mais enfin il a le mérite d'être là. IL Suisse, le centre de compétences de la Confédération et des cantons, qui édicte des standards d'interopérabilité. Je ne vais pas venir sur ces standards, mais l'idée c'est comment est-ce qu'on impose aux différents opérateurs la façon de structurer les données pour que celles-ci puissent être échangées entre les différents producteurs de solutions.
SNOMED-CT pour les données médicales, DICOM pour l'imagerie médicale, GLN pour un numéro d'identification mondiale, non seulement des professionnels de santé, mais aussi des institutions de santé qui vous permettent de savoir de qui parle et de qui il s'agit. Quand on parle du DEP, on se trouve dans un système secondaire. C'est très différent des systèmes primaires. Donc, quand un hôpital constitue un dossier patient informatisé, on parle d'un système primaire qui n'est pas régi par la loi sur le dossier électronique du patient, mais qui est régi par d'autres cadres réglementaires. L'hôpital doit conserver ces données pour des questions de qualité, pour des questions de traçabilité, pour des questions de sécurité, et il doit être en capacité de fournir les documents originaux, ce qui n'est pas le cas du DEP. C'est un système secondaire qui héberge les copies des données produites par les systèmes primaires. Donc, on a différents types de vocabulaire. Donc, quand on parle du DEP, il s'agit du dossier électronique du patient ou du dossier santé électronique. D'ailleurs, le DEP en Suisse est un dossier santé électronique qui ne vise pas uniquement à collecter les données en lien avec les hospitalisations ou les consultations médicales, mais aussi toutes les données pertinentes pour la santé. Et le dossier médical électronique ou le dossier patient informatisé. Le DPI, il est sous la responsabilité du médecin ou de l'institution. Le DEP, le contenu du DEP, est sous la responsabilité du patient qui va autoriser ou non les différentes institutions ou les différents professionnels de santé à accéder à cette information. Les avantages théoriques d'un DEP, c'est d'avoir une centralisation des données, de permettre de générer des trajectoires de données pertinentes pour la santé, améliorer la coordination des soins, accès rapide et sécurisé, réduction des erreurs médicales. Ça, c'est la théorie. Vous le savez, en Suisse romande, à part Neuchâtel, les cantons ont mis en place une association CARA qui vise à mettre en place une plateforme de cybersanté unique. Mais tant au niveau roman qu'au niveau suisse, on peine à faire avancer ce DEP, ce dossier électronique du patient. En août 2024, 99% de la population suisse n'avait pas ouvert de DEP. La loi est entrée en vigueur en 2017. 2024, moins de 1% de la population a ouvert un DEP. On est loin d'un grand enthousiasme, tant chez les patients, chez les citoyens que chez les professionnels de santé. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire avancer ce dossier? Le cadre légal définit le DEP comme une organisation décentralisée de droit privé, avec l'idée de faire jouer la concurrence. Et puis, quelques-uns des principes fondamentaux inscrits dans cette loi, il y a plus de 10 ans, posent problème. Sur cette base-là, le Conseil fédéral a décidé, en septembre 2024, de réviser la loi et de prendre la responsabilité de gérer l'infrastructure technique en lien avec le DEP. Pourquoi? Parce que la solution décentralisée qui avait été initialement envisagée n'est pas efficace, et aussi pour en garantir le financement. Donc, ça veut vraiment dire que ce cadre réglementaire n'était pas adapté aux besoins. Quelles sont les prochaines étapes au niveau de ce DEP? C'est le dossier patient médicalisé, donc de permettre de gérer les médications au niveau électronique, aussi le plan de soins partagés. Et puis, à terme, l'idée serait de pouvoir inclure d'autres données, santé mentale, alimentation, activité physique, tout ce qui est pertinent pour déterminer l'état de santé d'une personne, à condition que les standards d'interopérabilité aient été définis. Au niveau de la cybersanté dans la médecine ambulatoire, en comparaison internationale, la Suisse se classe en queue de peloton. Et au niveau des régions, la Suisse romande est en avance sur la Suisse alémanique. Il y a beaucoup plus de résistance en Suisse alémanique. Donc, si on compare avec d'autres pays dans le monde, on est à peu près dernier de classe dans la mise en place d'outils informatisés pour les données de santé. Et puis, en termes de type d'échange d'informations, on était, si on regarde l'année 2015, on était encore à 41% de transfert d'informations à l'aide d'un fax. En 2022, il y a encore 4% de fax, mais la majorité des informations, du transfert d'informations se fait sous forme digitale. Mais on est vraiment très, très en retard par rapport aux pays qui nous entourent. La Suisse est en retard aussi au niveau des cabinets médicaux, donc les dossiers, les cabinets médicaux qui sont numérisés, on est très en retard par rapport à d'autres pays dans le monde. Et puis, en termes de consultation vidéo, télémédecine, nous sommes aussi très, très en retard
par rapport, par exemple, à la France, par rapport au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Évidemment, si on augmente cette proportion, on va aussi avoir un impact environnemental plus élevé, mais il y a aussi d'autres avantages qui sont à considérer. Donc, en conclusion, on a un pays qui gère pas très bien ou pas très efficacement ses données en lien avec la santé. Quelle est une des raisons de cet état de fait? Alors, quelles sont les compétences de la Confédération et ses possibilités de pilotage? La Confédération n'est habilitée à gérer des données ou à gouverner des données que lorsqu'il existe une base légale. Et dans le système de santé, la Confédération ne dispose pas d'une compétence globale, mais uniquement de compétences fragmentaires à l'heure actuelle. Ce sont les cantons qui sont compétents en matière de santé, en particulier en matière d'offre de soins. Les bases légales sur lesquelles la Confédération peut actuellement se reposer sont la LAMAL, les soins médicaux de base, la protection de la santé, la recherche sur l'être humain et la procréation médicalement assistée. Je vous laisse ces informations sans aller dans les détails. D'autres cadres réglementaires, c'est donc se baser sur certaines dispositions du droit civil, c'est ce qui permet de justifier la loi sur le DEP, la loi sur la statistique qui légitime l'Office fédéral de la statistique de faire tout un tas de chaînages, la loi sur l'harmonisation des registres, la loi sur le numéro d'identification des entreprises. Mais il n'y a pas une responsabilité globale dans le domaine de la santé, et ça veut dire que la Confédération n'est pas légitimée à investir des ressources dans ce domaine-là. D'où la décision de mettre en place une initiative dénommée DigiSanté 2025-2034, dont le but vise à promouvoir la transformation numérique du système de santé suisse. Nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'une stratégie numérique commune à tous les acteurs, et ce programme vise à améliorer cette situation. Il est élaboré par l'OFSP et l'OFS sur mandat du Conseil fédéral. Le but est d'augmenter la qualité des traitements, la sécurité des patients et l'efficience du système de santé. Le budget, 624 millions sur cette période-là, donc environ 60 millions par année. C'est conséquent. Quels sont les 4 volets de mise en œuvre du programme? Premièrement, quelles sont les conditions requises pour la transformation numérique? Quelle infrastructure nationale doit être mise en place? Comment numériser de façon efficace les prestations des autorités? Comment faciliter l'utilisation secondaire des données pour la planification, le pilotage et la recherche? À l'heure actuelle, nous ne sommes pas efficaces dans ces domaines-là. Et je vais terminer ma présentation avec une figure en guise de conclusion qui est tirée d'un article récent sur les recommandations pour améliorer les conditions des données de santé en Suisse. C'est vraiment d'essayer de considérer le changement au niveau des individus et au niveau des différentes parties prenantes et de considérer la donnée de santé comme une valeur. Pour moi, le DEP, ça devrait être considéré comme un compte en banque. Il ne contient pas de l'argent, il contient des données de santé, mais ces données sont extrêmement précieuses. Elles sont très précieuses pour faciliter la prévention, la promotion de la santé et la prise en charge des maladies. Donc, il ne faut pas se préoccuper uniquement des infrastructures, mais il faut se préoccuper de la valeur de l'information qui est produite, de son utilité de santé publique, et aussi des préoccupations des citoyens, des patients, par rapport à la sécurité des données, par rapport à l'accès aux données, et puis mettre en place des standards d'interopérabilité qui nous permettent d'être plus efficaces. Évidemment, on peut rajouter à ces préoccupations la préoccupation d'impact environnemental. Ces données sont produites, elles sont peu utilisées, elles sont mal utilisées. Comment faire en sorte qu'elles soient utilisées à meilleur escient pour améliorer l'état de santé de la population? Et une des clés de notre capacité à générer ces trajectoires de santé, les trajectoires de données en santé, c'est de pouvoir chaîner les données des différentes parties prenantes sur la base d'un identifiant unique. Mais pour ça, on a besoin d'un cadre réglementaire et d'une loi fédérale au niveau de la santé. Merci beaucoup de votre attention.